Le compte à rebours est lancé. La mobilisation massive doit se poursuivre d'ici le 20 juillet. Mettez TVL hors de danger. Notre invité du jour s'appelle Jean-Louis Torres. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Louis Torres, vous êtes l'auteur de ce roman, Les Bleus de l'âme, bleu, blanc, rouge, la démonarchie française qu'on pourra retrouver comme d'habitude sur la boutique de TVL. Alors vous avez choisi Philippe Bornet, que l'on a reçu à plusieurs reprises à TV Liberté comme préfacier. Il dit que vous renouvelez le roman sociologique à la Zola. Alors, avant d'aller dans votre œuvre, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ce genre, le roman sociologique ? Alors d'abord, je tiens à remercier Philippe Bornet, qui a été un ami depuis 10-15 ans, depuis que je le connais, puisque ça fait 40 ans que j'écris de mon côté sans avoir jamais publié. Et lui, il m'a toujours traité comme à part entière comme un écrivain, comme lui, et c'est très rare. Donc, oui, pour en revenir à Zola, peu de gens savent que Zola avait des carnets, mais carrément ethnologiques, ethnographiques. Parce qu'avant d'écrire Germinal, il faut aller sur le terrain, il faut parler avec les gens, c'est ce qu'il faisait. Et je trouve que de plus en plus, la littérature française contemporaine, et même la littérature en général, se coupe du réel. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait comme Zola, tout simplement. Je suis allé voir les gens, je suis allé sur le terrain, j'ai été voir comment ils vivent, comment ils fonctionnent, j'ai été dans les lieux où ils vivent. Parfois c'était compliqué, parce que quand on est... Votre ouvrage traite de la police. Celui-ci, oui. Celui-ci. Ouais, celui-ci de la police. Et quand on est personne, quand on n'est pas VIP, quand on n'est pas journaliste, quand on n'est pas universitaire, aller visiter le commissariat, c'est compliqué. Mais avec beaucoup de volonté, on y arrive et on sait de quoi on parle quand on va sur le terrain. Alors, c'est ça que je... Vous citez Zola en exemple. Est-ce que vous avez des romanciers contemporains en dehors de Philippe Bornet qui vous servent de référence ? Non, à vrai dire, pas tant que ça. C'est peut-être la raison pour laquelle aucun éditeur s'est intéressé à moi. Et à vrai dire, j'ai pas insisté au bout de 10 ans j'ai arrêté d'envoyer. Mais les 30 dernières années, j'ai continué à écrire. Le plus important, c'est, je dis souvent, le rôle de l'écrivain, c'est de témoigner de son temps. C'est ce que j'essaie de faire. Et puis après tout, Kafka a jamais publié. Voilà, moi j'étais prêt à ça. Je suis très surpris de voir ce bouquin. Merci Philippe Bornet, merci Sophie, mon éditrice, qui a vraiment cru en moi. Les éditions Terracotta. C'est ça, oui, parce que en plus, là encore, le premier tome de la première trilogie est gentil, mais c'est un crescendo. Plus ça va aller, plus ça va décrire le réel, et le réel fâche visiblement une certaine doxa qui n'accepte plus ça. Et moi, vraiment, mon rôle, mon travail, c'est justement de remettre en avant ce réel. Alors justement, rentrons dans le réel tout de suite avec cette question, Jean-Louis Torres. Ce néologisme de démonarchie que vous utilisez dans votre sous-titre, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? J'y ai pensé donc quand il y a un quart de siècle, j'écrivais beaucoup d'articles pour une encyclopédie en ligne sur les démocratures de l'Amérique latine. J'ai tout de suite pensé au mot démonarchie, en me disant mais c'est ce qu'on vit actuellement, en tout cas en Europe. Après, c'est pas de moi. Je me suis rendu compte que ça venait de quelqu'un d'autre. Mais ça fait rien. J'ai repris ce terme pour vraiment dire que il faut quand même se poser la question de vraiment du fait de savoir si on vit encore en démocratie. Certes, on a Emmanuel Macron qui dit toujours on n'est pas en dictature, etc. Oui, on n'est pas en dictature, mais on n'est plus en démocratie. Et le mot c'est la contraction de démocratie et de monarchie. C'est ça. Vous ne pensez pas que c'est le pouvoir du démon, la démonarchie? Non, mais ça me plaît bien que certains y pensent, parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Oui, parce que des fois on se dit, quand on arrive à un tel point, de décalage entre le réel et puis de ce que peuvent dire nos élites, il y a quelque chose presque de démoniaque, Mais non, c'était vraiment une contraction entre démocratie et monarchie, et puis Macron, qui est pour moi l'acmé de la forfaiture gauche-droite qu'on a eu depuis 40 ans.
incarne ça, quoi. C'est le roi président. Ensuite, Guillaume Bigot a écrit un très bon bouquin, Poupolophobie. C'est, en fait, bon, il l'a beaucoup mieux développé que moi, mais c'est ce que je mets en avant à travers tous ces livres, hein. On a un roi monarque, on a une noblesse d'État, hein, celle de Bourdieu, hein, qui est là, hein, l'État profond, hein. On a un clergé sont les médias, hein, qui jette l'anathème, qui excommunie, qui sanctifie, et puis on a le reste, on n'en parle pas, le tiers-état. C'est ça la démonarchie. Et puis c'était la volonté d'instaurer des nouveaux concepts, des nouveaux outils intellectuels, parce que ça suffit de parler de démocratie au point où on est, alors surtout que la France disparaît au sein de l'Union européenne, et puis, bon, peu de gens connaissent Bukowski, mais il a fait un très bon parallèle entre l'Union soviétique et l'Union européenne, et on est en plein dedans. Enfin, il faut être bête, crétin, ou tellement dans les cimes en haut de la pyramide pour pas se rendre compte que le peuple, on s'en fiche. Il n'existe plus. Les nations, on s'en fiche. Alors si vous êtes algérien, ukrainien, oui, ça, vous avez le droit d'être ultranationaliste. Les types, c'est des néo-nazis, ils se baladent, ils ont le droit. Alors effectivement, il y a quelques personnes qui s'insurgent là-dessus, Luc Ferry ou Klarsfeld, mais non, c'est la grande démocratie. Ils défendent nos valeurs, mais non. On est en Union soviétique d'Europe, moi c'est ce que je dis, et nous ne sommes plus dans le camp du bien, nous sommes dans le camp du mal, parce qu'on protège pour moi des dictatures, j'espère que je choque pas tout le monde, comme l'Ukraine ou l'Algérie, où on enferme nos intellectuels, Boualem Sansal, hein, qui nous alerte depuis X années sur le problème de l'islamisme, que tous ces gens-là ne veulent pas voir. Et puis là, récemment, ce journaliste, on en parle, mais ça fait un petit moment qu'il est en prison aussi, parce que faut surtout pas parler avec les Kabyles en Algérie. Mais pareil, la dictature algérienne, faut la laisser tranquille. Donc non, nous ne sommes plus dans le camp du bien. Vous me citiez aussi le nom de Georges Sorel en rapport à cette démonarchie. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors là, c'est le hasard. Hein. C'est l'autre partie de la réalité, comme disait Voltaire. C'est juste en cherchant le mot démonarchie, je me suis dit, je vais quand même vérifier si quelqu'un l'a pas trouvé. C'est là que je suis tombé sur son bouquin. Très sympa, le bouquin, hein, qui parle très bien de la Ve République. Moi, je le mets à ma sauce, et ça se verra au fur et à mesure des livres. C'est la raison pour laquelle en exergue, dans chaque chapitre, je parle et on le voit aussi à la fin dans les bibliographies critiques, je mets certains concepts et certains auteurs en avant pour mettre en avant ma subjectivité. C'est la seule façon d'être objectif, de mettre en avant sa subjectivité. Les gens sont libres de lire ou pas, les gens sont libres de se poser des questions ou pas. Moi, je fournis les informations, les livres à lire. Faites-vous une opinion. Et la démonarchie, c'est comme ça que je la vois, et je vais on va dire, peaufiner au fur et à mesure des trilogies. Parce que ceux qui payent cette démonarchie, c'est le peuple, et c'est surtout les professions qui me paraissent pour moi essentielles à une société, c'est-à-dire les flics, les pompiers, les infirmières, les toubibs, et puis on voit très bien que tout ça s'écroule. La santé s'écroule, l'école s'écroule, les tribunaux s'écroulent. Eh ben, on le voit dans le quotidien de ces métiers. C'est la raison pour laquelle vraiment je suis parti de ça, quand bien même ce soit des fictions. J'en suis à des milliers de contacts, des centaines d'interviews à travers toute la France, et c'est pas facile, je le répète, quand on est personne, parce que voilà, il faut ouvrir des portes, y compris quand parfois on tombe sur des gens qui sont connus, hein, qui acceptent de rentrer dans le bouquin en tant que personnage, alors que c'est des personnages réels, hein, mais qui acceptent. Parce qu'il y a des gens quand même qui voient que ça va mal et qui veulent que ça change. Pourquoi pas essayer d'abord par les idées? Moi, je pense qu'on est vraiment dans les pénombres. C'était d'ailleurs le titre éponyme d'un de mes bouquins, le siècle des pénombres. Je pense qu'on est en plein dedans. Voilà, de manière un peu peut-être présomptueuse, j'amène quelques lumières parce qu'il y a des gens qui sont vraiment perdus quand même, hein. Alors vous commencez votre ouvrage ainsi, votre roman. Commençons par écarter les faits et vautrons-nous dans l'idéologie. Oui, ça c'est une sentence fatale de Rousseau qu'on retient pas, mais c'est ce qu'on fait systématiquement. Regardez le projet de loi qui a été mis en avant par LFI pour retirer les faits divers. Non, les journaux parlent trop de faits divers. Les faits, ça les gêne. Sauf que les faits divers, moi, je le développe. Hein. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits sociaux, mais dans le sens durkheimien du terme. C'est vraiment un symptôme de quelque chose qui va très mal dans notre société.
Mais ces gens-là qui sont dans l'idéologie, hein, alors LFI, c'est là aussi on est à l'acmé de la bêtise de gauche. Hein, alors ça peut surprendre quand on sait que moi je peux être de gauche aussi, mais j'ai rien à voir avec ces gens-là. Mais alors j'insiste, hein, parce que je suis d'une gauche vraiment universaliste et pas racialiste, d'une gauche socialiste et pas sociétale, d'une gauche plus loin nationaliste, parce que et pas mondialiste ou européiste. Hein. Enfin, j'ai rien à voir avec ces gens-là. La gauche du bon sens, la gauche qui finalement faisait qu'avant, on s'en fout que ce soit des gens de droite ou de gauche, etc. Nous sommes unis par une langue, par une culture, par une histoire, dans un pays qu'on doit aimer. Enfin, c'est la première chose qui devrait être inculquée. Ce qu'avait compris Georges Sorel, homme de gauche au début du XXe siècle, qui s'était allié avec Charles Maurras pour créer ces cahiers du cercle Proudhon, ces hommes de droite et de gauche qui avaient compris qu'au-dessus d'eux, l'intérêt, c'était celui de la France qu'il fallait protéger. Le problème, tout ce qu'on va retenir, c'est Charles Maurras, et puis on va pas aller dans le fond de la chose. Bon, moi je vous dis, ça fait 30 ans que je suis traité de facho, de trucs, de machin. Surtout quand je dis que je suis encore de gauche, peu importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est essayer d'aller un peu au-delà de son nombril, comme le font beaucoup d'hommes et de femmes politiques. De se rappeler que on est juste un 68 millionième de la France. On n'est pas la République, comme dit Méluche, enfin le Mélenchon, là, ou alors qu'on a des députés, enfin des Rima Hassan ou des Dologu, le crétin de service, mais qui marchent même pas pour la France, quoi. L'un pour l'Algérie, l'autre pour la Palestine. On est en France. Moi, je suis fils d'immigrés, hein. Je suis fils de prolo. Ma langue maternelle, c'est pas le français, c'est l'espagnol. Eh ben, mon pays, c'est la France. J'aime ce pays. Je me bats. C'est une sorte de combat hein, là, je suis parti. C'est le grand œuvre de ma littérature, parce que ça fait 40 ans que j'écris. J'ai écrit plein de romans sur d'autres thématiques, mais là, je me donne 20 ans de travail. Ça va être compliqué parce que j'ai déjà 60 ans, donc ça me fait finir à plus de 80 ans. Mais c'est mon combat, c'est ma façon de contribuer à reconstruire une nation forte. Ce mot honni par la gauche, honni par la Mélenchonie, oui, la Mélenchonie aussi, parce que leur nation, c'est la nation créole ou la Houma, hein, voilà ce que c'est. Une nation, quoi. Ce beau mot, je crois que j'ai terminé comme ça, ce premier roman. Je me souviens plus très bien, je l'ai écrit il y a très longtemps, il y a 5 ans. C'est un beau mot. Comme on a des belles couleurs, on avait une belle constitution avant qu'elle soit modifiée à tout va, sans qu'on demande spécialement au peuple ce qu'il en pensait, comme ça a été le cas. Et là, si les gens me disent « Ah, t'exagères, Jean-Louis, avec ton truc de démonarchie », enfin, on a voté en 2005 non pour cette Europe-là, qui nous promettait la paix et l'opulence. L'opulence, on ne l'a pas, et puis là, ils ne parlent que de guerre. Excusez-moi, mais ils s'en sont torchés le cul de la volonté des Français. Ensuite, ils sont passés en catimini en faisant ce que j'appelle moi un coup d'État constitutionnel, parce que oui, c'est dans les clous de la loi, ce foutu état de droit, excusez-moi là encore, je regarde un peu ma tempérance, parce que j'ai tendance à me passionner rapidement, mais je suis fatigué de cet état de droit qu'on met en avant. Oui, du point de vue du droit, ça a été fait par eux, quoi. Donc c'est sûr que ça rentre dans les clous. Mais d'un point de vue éthique, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et si je peux parvenir à réveiller certains gens, certains gens, oui, j'adore cette phrase du Duc Leto dans un roman de science-fiction, dans le Dune, où c'est le Paul Atreides qui dit « Le dormeur s'est réveillé, réveillez-vous ». Réveillez-vous, parce que c'est bien que Hessel disait « Indignez-vous ». Moi je dis « Révoltez-vous », quoi. Pas d'une manière séditieuse comme le dit Mélenchon. Je dis Méluche parce que je suis tombé sur une ancienne de LFI qui a été à très haut niveau, qui racontait un peu comment ça se passait, et c'est comme ça qu'elle l'appelle. Hein, voilà. On n'est pas forcé de ressortir les guillotines ou d'une violence qu'on sent comme ça messianique chez le discours des gens de LFI, hein, parce qu'ils sont dangereux ces gens-là. Hein. Les séditieux, c'est eux. Les fascistes, c'est eux. Hein. Je cite toujours Pasolini. Hein. Oui, si le fascisme revient, il viendra par la gauche. Hein. On peut pas taxer il Pasolini. Déjà de la gauche avec Mussolini, et même d'Hitler. Bah si on gratte bien, toujours de la gauche. Regardez, même la collaboration française. Qui a mis Pétain au pouvoir? C'est la SFIO, les socialistes.
qui a le plus collaboré avec les nazis? Je suis désolé, hein, c'est pas les monarchistes, hein, c'est pas même les gens de la cagoule, des croix de feu, hein, parce que ceux-là, ils ont été en résistance dès le début. Alors ouais, dès que je dis ça, Jean-Louis, t'es un facho. Non, ce sont des faits. Ce qui m'intéresse dans ces livres, ce sont toujours de mettre en avant des faits. C'est la raison pour laquelle aussi, je pouvais pas retranscrire les centaines d'heures d'interviews que j'ai fait. D'autant que, par exemple, je vais faire des choses sur les services secrets, les militaires en OPEX. Ils sont en devoir de réserve, hein, ils vont en tôle, hein, y compris beaucoup de flics, hein, ils m'ont dit des choses, ils vont en tôle. Hein. Donc je pouvais pas mettre ça en avant, mais il y a toute une littérature scientifique qui existe, et même profane. Moi je la mets à chaque fois à la fin de mes bouquins, ça peut sembler assez étrange pour un roman, mais voilà, ils sont toujours accompagnés de cette bibliographie. Alors, vous parlez de la police, de l'institution dans votre roman, de ces policiers, de ces femmes policières en particulier. Pourquoi avoir choisi ce thème, in fine, qui, la police, reste le bras armé de cet État et probablement de cet État profond que vous dénoncez? C'est ça. C'est le paradoxe et c'est le problème. Parce que les policiers sont les gardiens de la paix, de la République. Avec le temps, on se rend compte de plus en plus que les gens au pouvoir s'en servent quand même comme une milice. On l'a très bien vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y avait des patrons quand même qui disaient à leurs hommes « vous avez carte blanche pour dégager la rue ». Et puis on a vu ce que ça a fait sur les Gilets jaunes. Tirer dans la tête. Milliers de blessés, des dizaines de gens qui perdent leur œil, qui perdent leurs membres. On sort les blindés. 10 000 arrestations, je crois, des comparations immédiates pour des primo-manifestants avec casier judiciaire vierge. Alors que, regardez les dernières émeutes là qu'on a eues. L'emmerdeur, alors excusez-moi, je l'appelle l'emmerdeur parce que depuis qu'il a dit, là, notre bon roi, que ouais, ça m'intéresserait bien d'emmerder les non-vaccinés, moi il m'a emmerdé vraiment pendant quelques années parce que ça viendra dans mes bouquins sur les soignants. Voilà. On va pas épiloguer là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je voulais pas être vacciné par ça. Mais il m'a beaucoup emmerdé, donc je l'appelle l'emmerdeur, quoi. Et quand il y a eu les manifs, après l'ange, le petit ange, la Naël, là, personne dira que le mec c'était une racaille, excusez-moi, hein, mais je sais pas. Par les flics, ils m'ont donné son profil. Hein. Eh ben, 1 minute de silence. La mère, c'est indigne son comportement. Je sais pas si vous avez vu les images. On comprend là comment fonctionnent certaines cellules familiales. Et le Macron, donc l'emmerdeur en chef, qui nous dit parce que il s'ennuyait. C'est parce que non, on a mal fait les vacances scolaires, etc. C'est incroyable. Moi, je pensais aux gilets jaunes. Je pensais aux gilets jaunes et comment on les a écrasés, mais vraiment, hein, littéralement. C'était un beau mouvement citoyen qui a effrayé la gauche, hein, y compris tous les syndicats. Hein, Coquerel qui disait la peste brune s'est répandue dans les rues. La peste brune. Bah oui, ils sont tellement habitués à incarner le prolétariat dans chez les immigrés. Moi, je fais ce distinguo entre ce qui existait avant les banlieues rouges, hein, j'en parle dans mon bouquin, et puis les banlieues qui sont devenues vertes et noires actuellement. Et on parle toujours de classe populaire. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai parlé de Zygmunt Bauman, la valeur des mots. Les mots perdent de leur sens. Les classes populaires, c'est qui? C'est les immigrés. Mais moi, je suis dans les classes populaires. Je suis pas un intello, je suis pas un bourgeois. J'ai eu la chance d'être dans une république qui permettait une université gratuite, qui m'a formé, qui m'a donné des outils intellectuels. Mon vécu, mes passions ont fait que j'ai fait mon travail de mon côté, mais voilà, moi, je suis aussi fils d'immigrés, mais je suis catalogué comme un Français blanc. Tous nous, les fils de Polonais, fils d'Italiens, fils de Portugais, toutes les générations précédentes aux immigrations maghrébines et maintenant noires subsahariennes. On parle jamais de nous, hein. On s'intégrait, on s'assimilait, et puis maintenant, voilà, non, c'est les pauvres, c'est les classes populaires, c'est les trucs. Et le Coquerel qui dit, je suis pas sûr que ce soit Coquerel. En tout cas, c'était un député de je le dis au cas, parce que ceux-là sont prompts aussi à utiliser les tribunaux pour, alors moi, je serais très mal. Mais voilà, c'est la peste brune qui s'est répandue dans les rues. Mais non, la pauvreté n'a pas de couleur. Le marasme, le désespoir n'a pas de couleur. C'était des gens. Moi, j'y suis allé aussi avec les gilets jaunes. J'étais parmi eux. Comme tout, hein, toutes les manifs. Là aussi, on oublie avec Macron toutes les manifs qu'il y a eu, les pompiers, les infirmières, même les avocats.
Tout le monde, on oublie tout ça. Et justement, Jean-Louis Torres, puisque vous, dans votre ouvrage, vous évoquez ces manifestations de policiers hors syndicat, il faut le rappeler, qui avaient eu lieu en 2016. Je ne crois pas que les conditions de travail des policiers se soient beaucoup améliorées depuis. Pourquoi n'assiste-t-on pas à plus de manifestations de ces policiers qui se suicident? Ils ont un des taux de suicide par corps de métier les plus élevés en France. La première trilogie, elle met en avant ça peu de gens le savent, les CSP où on rencontre le plus de suicides. Il y a les flics, il y a aussi les personnels soignants, ça ils le savent pas. Puis il y a nos agriculteurs, éleveurs. Enfin, cela c'est une hécatombe. Le problème de la police, c'est le problème de la République, c'est qu'elle fait beaucoup de communication. Alors là, pour vous ouvrir un truc au Sénat, à la Chambre des députés, telle commission va faire ça, on va réfléchir, ouais, je fais défiler un tas de gens, et concrètement, il n'y a rien qui se passe. Vous parlez aux gens de terrain, alors oui, il y a de la com, il y a beaucoup de com, sur le terrain, rien ne change, pire, ça empire. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens chez les flics, et là je parle que des flics, je pourrais parler de toutes les autres professions, ils démissionnent. Mais pourquoi les policiers ne se révoltent-ils pas plus ? Ils sont un corps, ils sont armés. J'appelle pas à l'insurrection, à ce qu'ils encerclent l'Élysée. C'est ce qui a permis. Certains pourraient en rêver. C'est ce qui a permis la révolution de 1789. C'est parce que peu de gens le savent. Pourquoi pas plus de mobilisation au sein de la police? Alors peu de gens le savent. Le 13 juillet 1789, le Guet Royal s'est uni aux manifestants parisiens. Le Guet Royal, c'était la police de l'époque. J'ai toujours dit qu'en décembre 2018, si les flics qui sortaient d'un mouvement qu'on a appelé les Girots bleus, où ils mettaient en avant le fait qu'ils en pouvaient plus. Peut-être s'ils avaient fait ça, voilà, on n'en serait pas là. Pourquoi ils le font pas? Tout est fait pour que les fonctionnaires soient en autonome, individuels, et écrasés par une hiérarchie, mais alors là, qui est vraiment toujours sur leur dos, quoi. Et c'est la peur. C'est la peur qui fonctionne. Non, je dis pas ça, je fais pas ça parce que je vais avoir tel problème. Non, je dis pas ça, je fais pas ça parce que je vais pas pouvoir être muté là. Non, je dis pas ça parce que je vais pas avoir tel avancement. La pression hiérarchique dans ce corps de métier est incroyable. Je m'y attendais pas. J'ai eu beaucoup de surprises à chaque fois que j'ai découvert des métiers. On dit toujours, enfin la gauche dit ouais les flics, blabla. Non, c'est une profession qui est très surveillée, très réglementée. Et quand il y a des gens qui ont le malheur de mettre en avant certaines choses, croyez-moi qu'ils le payent. L'IGPN, elle est efficace pour ça. Moi, j'ai parce que bon, comment je suis parvenu à avoir telles informations? J'ai fonctionné un peu comme les ethnologues, les anthropologues. J'ai fait ami-ami avec ces gens-là, et certains sont devenus amis. Et il y en a un, voilà, ça fait 20 ans il passe son temps à IGPN, SIAT, enfin SIAT, commissariat IGPN, SIAT. Juste parce qu'ils posent les bonnes questions. Non, mais ça fonctionne pas bien comme ça, il faudrait faire ça, ça, ça. C'est-à-dire que la police, comme c'est le problème de la France, elle ne tient pas compte de la vie de terrain, du concret, des faits, du réel. C'est toujours le haut qui décide, c'est la pyramide. Sauf que il y a un sacré choc de réalité entre ce qui est dit en haut et ce que vivent les fonctionnaires. C'est terrible. Justement, vous avez beaucoup recours à la violence dans votre roman. On se souvient, en 99, le ministre de l'Intérieur, Chevènement, avait parlé des sauvageons. L'actuel ministre de l'Intérieur, lui, parle des barbares. Pourquoi est-ce que vous tenez à ce point à impacter le lecteur par cette violence à l'écrit ? D'abord pour qu'ils réalisent, malgré les beaux plans de com de tous les gouvernements de gauche, de droite et l'extrême centre qu'on a actuellement qui sont passés, rien ne change, ça empire. Les sauvageons, quand c'est sorti, le terme à l'époque, ça a été une déflagration. C'était insupportable pour la gauche. Fallait surtout pas parler de sauvageons. Surtout quand on désignait les jeunes. Les jeunes, c'est toujours les jeunes issus d'immigration, je suis désolé. Et l'immigration que maghrébine, que africaine. Parce que l'immigration espagnole, italienne, portugaise, ils s'en fichent. Elle pose pas de problème. On est dans les rails, elle pose pas de problème. Donc, utiliser ce terme de sauvageon, c'est ce qui a en fait choqué le début du mouvement en 2016, parce que le terme a été employé. Et là, des gens ont été brûlés. Vous connaissez un peu les détails. Ça a été terrible ce qui leur arrivait à ces flics. Et parler de sauvageons, oui, c'est des barbares, c'est des assassins. Il faut arrêter de parler de sauvageons. Et comme à l'époque, la gauche ne supportait pas en 99 le terme de sauvageon, la gauche actuellement ne supporte pas le terme de barbare. En plus, ça renvoie à Oberton, que j'ai lu en connaissant les flics, parce que c'est les flics qui lisent beaucoup Oberton, parce qu'ils disent, au moins, en voilà un qui parle du réel.
Eh ben, c'est vrai, hein. Moi, je me suis rendu toujours par hasard. Je regarde très très peu la télé. J'étais tombé sur l'émission que faisait Ruquier où Burton avait été invité. C'est la première et la dernière fois, je crois, qu'il est passé au service public. La France Orange Mécanique. Ouais. Eh ben, ils l'ont traité, mais comme un facho en disant n'importe quoi, parce qu'il faut le lire, le livre. C'était incroyable. Ces gens refusent le réel. Ah, si je pouvais prendre le bouquin et leur lancer dans la tête, je me dis, oh, ça aura peut-être un impact, quoi, parce que ils sont préservés. Et c'est ça le problème. Et les Gilets jaunes, pourquoi ils ont fait aussi peur? Parce qu'ils, non seulement ils occupaient les ronds-points, mais ils allaient, tiens, voilà, je vais me foutre devant la maison de tel député. Tiens, je vais me mettre là. Ils ont eu peur. Ils ont occupé le terrain. Ils ont occupé le terrain, et puis ils se sont rapprochés des élites. Et elles ont eu très peur. Votre préfacier, je le rappelle, Philippe Bornet, dit ceci de vous: persuadé de bonne foi être de gauche, il a traversé l'échiquier politique suivant la diagonale du fou pour se retrouver à côté de Jean Jaurès, persuadé que la nation est la seule richesse des prolétaires. Vous êtes Jean-Louis Torres d'origine espagnole, vous vous dites aujourd'hui français. Qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous ressentez quand on dénigre à ce point la nation de la France? Surtout que ça vient des plus hautes instances, hein, de nos députés. Je suis abasourdi. Serge Briguely, j'aime beaucoup. Jean-Paul Briguely. Jean-Paul, pardon. Oui. Oui, donc je me sers beaucoup de ses bouquins quand je vais parler des profs. Je parle souvent du protocole de Lisbonne. Encore une directive européenne, hein, de 1999 qui pose. Voilà, on a besoin de 10% de gens qui dirigent et 90% d'exécutants comme ça, malléables, et consommateurs. Ouais, ça fait 30 ans qu'ils font ça, 30 ans que j'ai l'impression que c'est une sorte de lavage de cerveau avec les médias qu'on a, qui font plus... c'est même plus de la propagande, hein, c'est de la désinformation. La nation, c'est devenu quelque chose... c'est ce que disait Bukowski, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est important, qui faisait une analogie entre l'Union soviétique et l'Union européenne. La volonté première de l'Union soviétique, et ça peu de gens le savent, c'était d'effacer les États-nations, d'effacer les cultures, d'effacer les ethnies, d'effacer les religions. D'effacer l'histoire. D'effacer le réel, d'effacer les faits. Parce que le réel, c'est quoi? C'est une accumulation de faits, alors bien sûr qu'ils deviennent subjectifs par la perception des uns et des autres, mais c'est le réel. L'Union européenne, c'est ce qu'elle fait. Et la France bille en tête, hein, avec l'emmerdeur en chef là, qui rêve déjà d'être le premier président de l'Union fédérale des États-Unis d'Europe. Je trouve ça affligeant. Ce qui me procure beaucoup de plaisir et qui me fait beaucoup de bien, c'est que je vois qu'il y a une belle résistance. Et pas seulement à droite. Ça, la droite... Ne parlons plus de droite et de gauche. Je vous parle pas de la droite de gouvernement, hein, la droite lâche qu'on a eue depuis 40 ans. Hein. Quand je dis des pensées de gauche et de droite, je nous renvoie, on va dire, à la fin du 19e, début du 20e, où ça fonctionnait encore à peu près, voire fin de la 4e République avec Charles de Gaulle. Parce que là, la gauche et la droite qu'on a depuis 40 ans, mais c'est une honte. Le mot nation est honni. La culture française est détestée, les mots ronces, mièvres, écœurants viennent dès qu'on parle de culture française. Dès qu'on parle de la France, c'est la République. Mais c'est pas la République, la France. Il y a quand même 1000 ans de monarchie. Et la monarchie, c'est pas que Louis XVI, et puis c'est pas que... Il faut accepter ça, c'est ce qui fait la richesse d'un pays. C'est justement tellement de choses différentes. Et alors moi, tout de gauche que je suis, je le rappelle. Jean-Louis était un monarchiste. Bon, moi, j'aime bien ce qu'a fait. J'aime bien Napoléon. Alors, c'est à quoi on le réduit maintenant. Moi, j'aime bien les grands hommes. Jean-Louis était un bonapartiste. Jean-Louis était... Je suis estamoqué. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je mets ça en avant. Bleu, blanc, rouge. Tiens, rien que pour les emmerder. Tiens, pour faire comme l'emmerdeur en chef. Bleu, blanc, rouge, ça vaut le coup qu'on se batte. Parce que tous les pays n'ont pas notre histoire. On parle toujours de grands peuples. Je voyais Rotaillot qui disait « Ouais, le peuple algérien, ce grand peuple. » Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait le peuple algérien? Puis bon, hein, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est spécial dans le tome 2. Là, moi, je rappelle dans un chapitre, je rappelle un peu l'Algérie, le Maghreb, puis le problème arabo-musulman en Europe. Hein. Mais le peuple français, je suis désolé, regardez l'histoire, regardez ce qu'il a apporté. Oui, là, il y a un peuple, mais pourquoi? Parce qu'il y a une nation, et la nation, oui, le mot a été mis en avant par la République.
Mais elle existait, cette nation française, dans la monarchie française. Et puis, je suis désolé, monsieur, dame, je dis souvent, j'aime bien faire le type un peu vulgaire. C'est souvent des petits bobos bourgeois, enfin, épais comme ça, qui savent pas ce que c'est travailler, qui savent pas ce que c'est galérer, qui savent pas... Moi, je suis passé par tout ça, quoi. Et j'ai beaucoup de plaisir à voir des gens qu'on dit c'est des crétins incultes, c'est des fachos, ils votent RN ou machin truc. Allez, attendez, allez. Je vais me lancer en parlant de courage. J'ai été très marqué par un texte de Solzhenitsyn, Le déclin du courage. C'est vraiment un texte que tout le monde doit lire. Le courage, c'est oui, je suis de gauche. Depuis 2017, la première et dernière émission de télé que je fais, je vote RN. Pourquoi ? Et parce que c'est les seuls, par exemple, qui mettent en avant le référendum d'initiative citoyenne. On pourra en parler des heures, cher Jean-Louis Torres. Je pense qu'on aura bien compris votre message. En tout cas, j'invite nos téléspectateurs à lire votre roman « Les Bleus de l'âme », bleu, blanc, rouge, la démonarchie française. Merci à vous, monsieur. Merci à vous de m'avoir invité.